On va parler d'intelligence artificielle et de créativité avec nos 3 invités que voici. Je vais commencer par les présenter, bien sûr. Donc, juste à ma droite, Sylvie Lenné, vous êtes professeure en infocom à Jean Moulin, à Lyon. Et vous dirigez aussi une équipe de recherche en système informatique, c'est ça? Et communication des organisations et des médias, c'est pas ça? Ah, c'est pas exactement ça. Alors, je vous laisse. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas tout à fait. Je ne dirige pas une équipe. D'accord. Bon. Et je suis professeure émérite depuis peu de temps. Vous êtes professeure émérite. Merci pour la précision. Et côté littérature, vous êtes autrice de science-fiction et vous utilisez la science-fiction pour explorer l'âme humaine. Vous êtes notamment autrice de myriades de nouvelles. Un recueil en particulier qui s'appelle l'Opéra de Chaillard, pas en particulier, c'est le dernier, il me semble. Le dernier, c'est Fidèle à ton pas balancé, Ah. qui reprend l'Opéra de Chaillard. C'est ça, avec d'autres. Et donc pour l'Opéra de Chaillard, vous avez remporté notamment le prix Bob Moran et le Grand Prix Imaginaire. Jean-Noël Lafargue, bonjour, bienvenue. Moi, je cite votre compte Twitter pour vous présenter, parce qu'il est synthétique et clair. Alors, vous avez écrit « Enseignant nouveaux médias à Université Paris 8 et École d'art du Havre. Ni automobile, ni téléphone mobile. 10 livres publiés et assez blogueur avec un O/A. Donc, comprenez blogueur-blagueur. Voilà. Vous avez étudié aux Beaux-Arts de Paris en section peinture et notamment signé un livre de vulgarisation scientifique avec Mathieu Burnia ici présent, sobrement intitulé Internet, et puis un autre sur l'intelligence artificielle avec Marion Montaigne. Tout à fait. Oui. Et Internet, c'était l'occasion d'un malentendu. À chaque fois qu'on me demandait sur quoi je travaillais, je disais que j'étais en train de faire un livre sur Internet. Tout le monde imaginait que j'étais un malheureux perdu dans l'autopublication. Mais non. Ah, sur Internet. Bah oui, forcément, ça prête à confusion. C'est bien un livre sur Internet. Et Mathieu Burnia, vous avez co-signé ce livre pour la partie illustrée. Vous êtes auteur de bande dessinée. Vous avez étudié le design industriel à la célèbre école bruxelloise de la Cambre. Vous avez pratiqué aussi le design industriel avant de devenir complètement auteur de BD. Et vos sources d'inspiration, c'est aussi bien la Chine où vous avez travaillé comme designer industriel quelque temps, que le monde culinaire. J'ai lu une interview où vous dites « j'adore manger ». Voilà, je vous cite aussi. Et puis la physique quantique. Enfin voilà, un monde très vaste d'inspiration. Alors aujourd'hui, donc, nous allons parler intelligence artificielle et créativité. Imaginez ensemble les évolutions, les changements de perception que l'emploi de l'intelligence artificielle a pu générer ou pourra générer à l'avenir. Il y a déjà des formes d'art qui s'appuient sur des outils technologiques. Jean-Noël Lafargue va nous en parler, puisqu'il est notamment spécialiste de ce qu'on appelle l'art média, l'art médiatique, qui c'est déjà auquel on a déjà affaire parfois sans s'en rendre compte. Et puis l'intelligence artificielle influence aussi nos goûts déjà depuis un moment en matière de consommation culturelle, si on peut dire, qu'on pense évidemment aux algorithmes de Netflix ou de recommandations musicales qui sont assez efficaces. Je ne suis pas assez spécialiste pour savoir s'ils sont très sophistiqués, mais en tout cas, ils me semblent assez efficaces. Et donc voilà, on est déjà imprégné par l'influence de l'intelligence artificielle. Dans la Silicon Valley, on s'associe au studio hollywoodien pour trouver la formule magique, l'algorithme qui permettra d'inventer la meilleure histoire, de combiner les meilleurs personnages et les meilleurs événements, meilleurs au sens qui auront le plus gros impact, qui permettront d'attirer un maximum de spectateurs. Et désormais, dans l'art et la création, on a des IA qui écrivent des poèmes, qui composent de la musique, qui peignent des tableaux. Ça évolue à toute vitesse. J'ai vu un tableau de Rembrandt qui a apparemment bluffé des spécialistes du peintre, effectivement, qui est plus convaincant que ce qu'on pouvait voir il y a quelques années en termes de recréation de tableaux classiques par informatique interposée, mais intelligence interposée. Et puis, dans l'actualité récente, il y a quand même une anecdote assez drôle. Vous avez sûrement vu passer, c'est un photographe norvégien qui s'appelle Jonas Benkissen, et qui a participé au festival de photojournalisme de Perpignan. Et il a sorti un bouquin qui s'appelle The Book of Veles. Veles, c'est une petite ville de Macédoine qui est connue pour avoir été le centre névralgique de production de fake news, notamment avant l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Donc il a fait un reportage sur cette ville et sur les gens qui produisaient
ces fake news, donc des photos d'eux, des photos de la ville un peu fantomatiques, associées à des textes. Et donc, avec un certain retentissement, il est assez connu. Et puis, quelques semaines plus tard, il a annoncé que tout était faux. Donc, il avait créé une fake news sur les fake news. Et qu'en fait, il s'est appuyé sur une intelligence artificielle pour fabriquer les photos en question et les textes aussi. Donc, évidemment, ce n'est pas l'IA toute seule. Néanmoins, c'est une création à laquelle les gens étaient exposés, sensibles, à laquelle ils ont réagi, et qui, sans savoir, sans se rendre compte, finalement, que la frontière s'était complètement estompée entre le vrai et le faux. Alors, l'intelligence artificielle ne veut pas forcément dire faux, mais je trouvais que c'était quand même une anecdote assez révélatrice de ce qui devient une réalité dans notre monde et dans le monde de la créativité. Alors pour commencer, peut-être, Jean-Noël Lafare, vous pouvez nous faire un bref aperçu. Voilà, vous avez 5 minutes pour nous faire l'histoire de l'Arménia. 5 minutes, c'est assez court. Mais... Non, avec peut-être surtout quelques exemples pour nous donner une idée de ce à quoi ça voilà, vous voyez passer très à propos une photo d'un monsieur qui s'appelle John Whitney Senior, une photo prise par Charles Ames. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de l'histoire du design, mais c'est quelqu'un de considérable aussi. Et ce monsieur avait détourné un système de pilotage de bombardier qu'on appelle un ordinateur analogique. Et il l'avait détourné pour fabriquer des images. Et vous êtes familier de ces images puisqu'elles sont dans le générique de Vertigo de Hitchcock, donc de 1958. Et lui est un des pionniers de l'art médiatique, on va dire. Il y en a d'autres. Il y a un monsieur qui s'appelle Desmond Paul Henry, ça vous dira rien. Voilà, ça c'est typiquement du John Whitney, qui a fait aussi après les effets spéciaux de plein de films au fil des années. Et puis, il y a eu tout un tas d'artistes. Un très important, c'est Nicolas Schoeffer, dont on voit les images. C'est incroyable, le diaporama est parfaitement calé. Donc, Nicolas Schoeffer, qui est un artiste qui, lui, a essayé de faire des œuvres qui réagissaient, des œuvres avec des capteurs, des œuvres robotisées qui bougeaient, etc. Et c'était assez intéressant. Lui était passionné par la cybernétique, qui est une science qu'on a un peu oubliée, qui existait avant l'intelligence artificielle et qui était la science un peu des systèmes auto-organisés, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc qui est important dans les débuts de la robotique. Voilà. Et puis dans les années 60, des ingénieurs artistes ont commencé à avoir accès aux ordinateurs. Si vous n'êtes pas familier de l'histoire de l'informatique, l'écran est venu assez tard avec les ordinateurs, il n'y en a pas eu tout de suite. Et à l'époque, il fallait fallait utiliser des traceuses pour imprimer. Et d'ailleurs, les toutes premières expositions dans les années 60 d'art médiatique, il y avait des traceuses qui imprimaient les dessins comme ça. Voilà. Donc là, ce sont des dessins codés, donc en utilisant soit le hasard, soit puisqu'il y a des moyens d'obtenir un pseudo-hasard sur ordinateur. Soit juste avec des formules mathématiques. Des dessins codés, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, c'est-à-dire qu'on utilise un langage de programmation qui va produire les images. Et moi, je suis resté bloqué dans les années 60, c'est ce que je fais toute la journée. Je fabrique des images générées par du code. On appelle ça le code créatif. Voilà. Donc voilà, là c'est du Manfred Mohr. Ah voilà la tour qui n'a jamais existé de Nicolas Schoeffer. Il voulait faire une tour de 300 mètres qui faisait de la lumière et qui bougeait dans tous les sens. Voilà, c'était un beau projet, encore du Nicolas Schoeffer. Voilà. Donc petit à petit les choses ont évolué et on est arrivé à l'ordinateur individuel qui a permis à beaucoup de gens de faire des choses chez eux. Là vous voyez Vera Molnar qui est vraiment des pionnières aussi, au tout début des années 60. Elle est toujours de ce monde. Elle a 97 ans, elle a bon pied, bon oeil. Elle continue à produire et à programmer des choses. Elle est excellente. Voilà. Je ne cite pas tous les noms. Et donc, petit à petit, à chaque évolution de l'informatique, l'art médiatique a évolué. Donc, est arrivé le CD-ROM qui avait charrié beaucoup de grands espoirs. Et puis petit à petit, Internet, etc. Chaque nouveauté amène des nouvelles idées. En ce moment, l'intelligence artificielle est évidemment à la mode. Il y a d'autres modes, comme les non-fungible tokens, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont un système
de certification d'œuvres d'art en blockchain. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais ceci dit, c'est très, très à la mode. Voilà. Et tous les gens qui ont bossé, là encore, c'est dans les pionniers, ce qu'on voit, voilà, du Vera Molnar. Tous ces gens qui ont travaillé là-dessus, c'est eux aussi qui ont inventé un petit peu l'informatique graphique, c'est-à-dire qui ont amené les cartes graphiques, qui ont amené l'écran comme outil, etc. Et donc, tout un tas d'innovations qui maintenant se retrouvent partout, dans Photoshop, dans les logiciels de 3D, etc. Mais c'est ces gens qui étaient à mi-chemin entre ingénieurs et artistes qui les ont amenés. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. En fait, cet art graphique, plastique, on a l'impression qu'il est quand même, qu'il y a eu un essor énorme dans les années 60. Après, qu'il est passé par d'autres voies, peut-être moins. À chaque visible. nouveauté, on fait des choses. Quand il a été possible de traiter de la vidéo ou de traiter de la vidéo en temps réel, on a inventé de nouvelles choses. Enfin, oui. Oui. Voilà. Là, à cette époque, il n'y avait pas de moyen de scanner, par exemple, des images ou pas comme on l'entendrait aujourd'hui. Enfin, ça n'allait pas très loin. Ça, c'est la première vraie exposition d'art médiatique qui s'appelait Cybernetic Serendipity en 1968 à Londres. Et c'est amusant puisque la même année est sortie 2001, l'Odyssée de l'espace, que vous connaissez, où quand on est assez attentif, le moment où HAL 9000, donc l'ordinateur, déraille, le moment où on devrait s'alarmer, c'est pas quand il fait une première erreur, c'est quand il commence à donner son avis sur les dessins, donc sur la création artistique de Dave Bowman, le pilote. Oui, c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant. Merci pour l'historique dans ce temps très court. Alors j'avais une question un peu pour vous tous, mais peut-être on peut commencer par vous, Sylvie Lenné. Quel est finalement l'outil technologique le plus avancé que vous utilisez aujourd'hui concrètement dans votre travail en tant qu'autrice SF? Bon, j'étais frappée en écoutant Jean-Noël de la différence de situation entre les productions visuelles et les productions textuelles. Moi, j'ai travaillé pendant des années sur le traitement automatique des langues, donc la base d'informatique, de linguistique, un petit peu de statistique aussi. Moi, j'ai travaillé pas du côté de la création, j'ai travaillé du côté de l'analyse des textes et de leur reconnaissance. Mais dans le même temps, dans des équipes proches, il y avait des collègues qui travaillaient sur la génération de textes. Il y avait en particulier quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jean-Pierre Balp, qui était professeur en info comme moi et qui a écrit un générateur de romans policiers, ce qui est resté une expérience assez unique. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres productions aussi significatives qu'on puisse citer. Mais en même temps, je sais un peu comment a été construit ce générateur de romans policiers. Alors, il avait une caractéristique très intéressante, c'est que chaque personne qui activait le générateur avait donc en sa possession un roman unique. Personne d'autre n'avait le même que lui. C'était peut-être ce qu'il y avait intellectuellement de plus fascinant dans l'expérience elle-même, parce que sinon, il faut bien dire que, et même maintenant on ne pourrait pas faire mieux, le canevas de la succession d'événements était complètement prédéfini. Là où il y avait de la variabilité, c'était sur la météo, sur des descriptions physiques, sur quelques attributs liés à des situations avec des champs lexicaux assez homogènes qui pouvaient être tirés au sort de manière aléatoire pour créer telle ou telle variante. Mais il y avait quand même que de petites variations entre les différents romans. Donc, je n'ai pas vraiment répondu à la question pour l'instant, mais c'est pour essayer de situer ce que peut faire l'intelligence artificielle du côté de la production textuelle, soit ce genre d'expérimentation qui consiste quand même surtout à élaborer des petites variations qui restent sous contrôle et sous le contrôle du créateur humain, soit, et c'est peut-être ce qui ressemble le plus à ce que tu nous évoquais, des espèces de productions où vraiment le hasard a une part déterminante et où on se retrouve avec quelque chose qui peut acquérir, si on a envie de la lire comme ça, une dimension un peu surréaliste ou poétique. Oui, on se dit que la poésie s'y prête peut-être davantage que le roman. Voilà, parce que par rapport au texte, et c'était frappant aussi avec les images qu'on voyait tout à l'heure, on cherche du sens dans un texte en général, alors qu'on peut être frappé par la dimension esthétique d'une image.
le texte peut avoir une dimension esthétique, il peut perdre son sens, mais à ce moment-là, effectivement, on est du côté de la poésie, qui est quand même sur un registre particulier par rapport à l'ensemble des productions. Oui, plus libre en un sens, et donc qui ouvre peut-être plus de possibilités à l'outil technologique. Oui, alors il y a une remarque que j'aime bien, qui est un grand classique, mais Heure, excellent film, qui dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, et je crois que c'est vrai aussi pour la poésie. On peut tous avoir des réactions très très différentes devant une image ou devant un poème. Tout à fait. Oui. Et si je peux me permettre juste une seconde sur le texte, c'est vrai, j'en ai pas parlé, j'ai partagé un laboratoire avec Jean-Pierre Belp, je le connais bien. On a des amis communs. Mais finalement, les textes avec des permutations, les choses comme ça, en réalité, c'est des inventions assez anciennes. Le plus vieux qu'on connaisse date du XIIIe siècle. Et on sait que il a vraiment été fait. C'est des sonnets qui sont vraiment faits pour être avec des permutations. Et plus récemment, les 1000 milliards de poèmes de Queneau, c'est déjà ça. Et alors l'Oulipo, le cadavre bien sûr, exquis aussi, c'est un peu le même principe. Le cadavre exquis, c'est plus sur le hasard, vraiment. C'est-à-dire qu'on cherche à faire apparaître des choses plutôt venues de l'inconscient. Les 1000 milliards de poèmes, c'est vraiment un livre avec des tas de bandes, et puis on change les choses. Et voilà. Là, vous voyez une œuvre de Grégory Chatonsky, je passe vite fait dessus puisqu'elle est là, qui pour le coup est faite avec une intelligence artificielle et qui est assez intéressante. Donc là, c'est un programme auto-apprenant qui la nourrit avec tout un tas d'images, et ça sort un paysage qui n'a pas vraiment de sens. On ne sait pas ce qu'on regarde, mais voilà. Bon, je m'arrête là. Non, mais vous faites très bien. Mais je me dis aussi, la beauté dans l'œil de celui qui regarde, mais la réalité peut-être aussi, parce que finalement, dès lors qu'on prête une réalité ou un sens à une image, à un texte, c'est l'humain qui lui confère une réalité, au fond. Donc, on passe, on le voit avec le bouquin du photographe. En fait, pendant un temps donné, ça a existé en un sens, alors que ça n'existait pas. Donc, bon. Des choses qui tombent en coulisses. Alors, sur les outils technologiques, peut-être, Mathieu, vous pouvez nous dire un mot de votre... Oui, alors en ce qui me concerne, donc moi je suis auteur de bande dessinée. Il y a deux pans dans ce travail. Il y a d'abord l'écriture et puis le dessin. Alors pour revenir au dessin, alors justement, tu évoquais 2 millions d'essais de l'espace. Voilà, ça c'est mon outil de travail. Et c'est celui de la moitié des auteurs de bande dessinée. C'est un côté un peu monolithique, justement. Voilà, c'est un bloc noir. Et c'est la simplicité même. Et alors, donc, quand on ouvre cet appareil, hop, il suffit juste donc, là, de montrer sa tête. Voilà. Si ça veut bien, parce que bien sûr, ça reste de l'informatique. Alors, on finit par mettre son code. Et en fait, on arrive directement. Voilà, ça, c'est le programme que j'utilise. Donc, pour ceux qui connaissent Photoshop, c'est 100 fois plus simple. Est-ce que tu peux bien te décaler un tout petit peu pour qu'on voit sur l'écran? Ça permettra à tout le monde de voir. Ça marche. Merci. Donc, en fait, c'est juste pour montrer que c'est un écran blanc avec 3 boutons dessus. Donc, c'est un programme hyper intuitif, mais il n'en est pas moins super intelligent, parce que maintenant, les programmes, ce qu'on cherche là-dedans, comme on quitte le terrain du vrai papier pour travailler en numérique, parce que ça a des côtés plus pratiques, c'est que ces programmes essayent de retrouver des textures comme celles qu'on trouve sur le papier, mais ça a bien sûr ses limites. On n'est pas dans le machine learning qui va essayer d'apprendre de nos erreurs, qui va essayer de créer des erreurs, parce que quand on dessine sur papier, on crée des erreurs. Il y a des imperfections sur le papier. L'aquarelle, par exemple, peut se tacher d'une manière ou d'une autre en fonction de l'humidité du papier, etc. L'ordinateur ne peut bien sûr pas reproduire ces erreurs-là, mais il pourrait les apprendre. Là, on est plutôt dans un programme simple, donc c'est de l'intelligence artificielle, ça n'a pas d'apprentissage. Et si on le manipule mal, on verra tout de suite le côté hyper artificiel des outils qui nous sont proposés. Donc ça, c'est pour la part dessin. Et alors, pour la part scénario, je voulais rebondir sur ce qu'on évoquait un petit peu au début, c'est connaître la... pour moi, c'est une question vraiment importante dans l'art, c'est savoir si, quand on crée une histoire, on veut avant tout, et ça se pose beaucoup en BD, si on veut plaire à un public, et en l'occurrence, par exemple, se baser sur l'intelligence artificielle pour connaître à l'avance les envies du public, ou laisser une plus grande part à la liberté artistique de l'auteur. En France, dans la BD franco-belge, on laisse beaucoup plus de liberté à l'auteur, et on voit par exemple que, moi ça me plaît beaucoup, il y a un vrai foyer de créativité, mais on voit aussi que le public est en train par exemple de beaucoup plus se diriger, le jeune public par exemple vers les mangas, dont je raffole beaucoup aussi, mais
les productions de manga ressemblent beaucoup plus aux productions hollywoodiennes où on va questionner le public, où là il n'y a pas de l'intelligence artificielle, mais on va créer des votes, donc on va connaître les intentions du public. Et en gros, c'est comme si on prenait une grosse machine qui allait mixer tout ça et allait dire voilà le manga du futur, quoi. Donc pour l'instant, on n'est pas là-dedans, mais il y a beaucoup d'auteurs franco-belges qui commencent à s'y intéresser en disant mais allez, essayons vraiment de créer des produits vraiment purement à l'intention du public. Donc avec une potentielle dérive très commerciale et une standardisation, un manque d'originalité à la clé peut-être. Parfois, ça peut quand même amener de l'originalité, parce que malgré tout, le public lui-même peut peut-être de manière plus lente, mais parce qu'il est, il est lui-même soumis à d'autres questions que celles de l'art, par rapport aux problèmes sociétaux, etc. Et donc, il y a malgré tout une évolution artistique, mais c'est clair que, pour prendre des exemples hyper basiques, Van Gogh, à l'époque, n'était pas connu du public, il a fallu quelques années pour qu'on se rende compte de son talent. Donc, alors, à mon avis, il faut un peu des deux. Est-ce que votre relation, Mathieu, a évolué avec la tablette graphique? Est-ce que vous avez humanisé l'outil? Alors pour moi, justement, c'est devenu un outil plus humain. Donc je vais reprendre l'exemple de la tablette. Avant, donc, Photoshop, c'était des raccourcis clavier. Donc on avait un clavier qui était relié à notre écran d'ordinateur et qu'on voulait utiliser l'outil plume, par exemple, on appuyait sur le bouton plume. Maintenant, il n'y a plus que 3 boutons, mais alors pour zoomer, par exemple, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Je vais reprendre du coup, parce que là, comme c'est une page blanche, ça ne marche pas terrible. Je vais reprendre. Voilà, ça c'est par exemple. Vous allez voir la planche que j'ai faite hier en venant dans le train. Donc voilà, ça c'est maintenant on peut travailler dans le train. Donc, et vous voyez que mes doigts, ils bougent comme une feuille de papier. Si je fais un dessin, si je fais une erreur, j'appuie avec 2 doigts, je reviens en arrière. 3 doigts, ça revient en avant. Donc vous ne verrez pas les erreurs affichées à l'écran parce que c'est des mini-traits sur une planche assez grande. Mais donc vous voyez, c'est hyper intuitif. Donc en fait, l'interface, respecte beaucoup plus peut-être la paresse humaine et surtout ressemble plus à ce que pouvait être une feuille de papier à l'époque. Oui, vous vous rapprochez en fait. La machine se rapproche de l'humain qui se rapproche de la machine. Mais c'est la technologie qui le permet de plus en plus. Ouais. Et ils travaillent vraiment comme ça. Une fois, on était au ministère de l'économie pour recevoir un prix. On a eu le prix du livre d'économie. Ça, c'est bien placé, ça. Voilà. Et il était en train de travailler sur sa prochaine bande dessinée parce qu'il était très. Tu es assez stakhanoviste, tu fais tes trucs à une certaine cadence, quoi. Et il fallait vraiment qu'il respecte le truc. Donc pendant que les ministres étaient en train de parler, il était en train de dessiner et il faisait son album. Enfin, moi, je suis très contente parce qu'on parle de création humaine et qu'on parle de technologie qui vient assister le créateur humain, mais qu'on ne parle pas beaucoup d'intelligence artificielle et ça ne m'étonne pas vraiment. Et d'ailleurs, pour vous, Sylvie, ou pour vous, Jean-Noël, comment la relation a évolué? Parce que vous travaillez aussi, j'imagine. Bon, oui, forcément, ça fait partie de nous maintenant. Je pense qu'il y a des tas de domaines d'activité dans lesquels on est intimement lié à la technologie. Mais quand on écrit... d'abord, il y a le traitement de texte. Donc ça, c'est assez comparable à ce que tu disais. C'est-à-dire qu'on peut... Moi, il m'arrive de commencer une histoire en mettant un nom un peu au hasard sur un personnage, en me disant, de toute façon, si j'ai envie de changer son nom, je pourrais. Et c'est une fois qu'il a pris corps et qu'il a une personnalité qui s'est affirmée que je sais comment il doit s'appeler, mais c'est pas au démarrage. Donc, c'est pas grave quand on travaille avec un traitement de texte. On peut revenir. Facile de changer d'un coup. On peut très facilement changer. Alors, du coup, il y a d'autres difficultés, c'est que il est difficile de décider qu'on a fini. Puisqu'on peut toujours, je ne sais pas si vous le ressentez aussi, puisqu'on peut toujours améliorer, revenir, transformer quelque chose, quand est-ce qu'on peut prendre la décision de dire, voilà, je ne touche plus à rien? En général, enfin moi personnellement, c'est quand il y a une deadline que j'arrive à prendre cette décision. Mais sinon, c'est un vrai problème. Oui, pour le dessin, c'est vraiment pareil. C'est le problème du numérique, c'est le danger. C'est que d'une part, on a tendance à trop zoomer pour faire trop de détails. Et puis d'autre part, on peut toujours revenir en arrière. C'est le fameux POM-Z, c'est devenu un nom courant parmi les artistes numériques. Le POM-Z, c'est revenir en arrière. Et il m'est arrivé maintenant, même quand je dessine sur papier, par inadvertance, de taper 2 doigts sur la feuille de papier en espérant pouvoir effacer mon dernier trait.
Donc, Ah c'est oui, bien bah devenu oui, dans le réflexe, forcément. même moteur, quoi. Alors on voit plus les repentirs, on voit plus les erreurs, on voit plus les. C'est moins accepté, C'est- effectivement. Et aussi, on ne les voit plus au sens où, si dans 1000 ans, on cherche à explorer des archives, on n'aura plus de traces, en fait. Ce qu'on fait aujourd'hui avec des technologies très avancées sur les tableaux anciens ou ce qu'on peut voir sur les manuscrits. On n'a plus d'anciens manuscrits, oui. Voilà, ça On peut n'existe garder plus. quelquefois des versions 1, des versions 2, mais on n'est pas obligé de le faire. C'est Et ça. on donc est ça, tenté c'est- d'ailleurs d'écraser l'avant-dernière version. Pour essayer une comparaison, parce que tant qu'on est dessus, pour moi, on pourrait apparenter, par exemple, pour le dessin sur papier à de la sculpture, dans le marbre par exemple, et le dessin numérique à du modelage sur la pâte à modeler. C'est-à-dire que le modelage, on peut prendre. Tu peux rajouter on en de la rajoute, matière. On enlève, voilà, c'est ça. La sculpture. Belle il vaut mieux pas métaphore, oui. revenir. Et tu n'as pas de version dans le modelage. Évidemment, tu perds tes versions. Oui, de la même façon. Tu écrases même concrètement Tu les ta écrases version d'avant. concrètement. Ceci dit, si je peux revenir sur la question, sûr. le traitement de texte, c'est l'outil de production, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus important. D'ailleurs, moi je le fais, mais je sais qu'on est nombreux à le faire. Quand on a une panne d'inspiration, qu'on ne sait pas comment attaquer une scène, une des possibilités, c'est d'aller quelque part au bistrot, n'importe où, avec un carnet et un crayon et d'écrire à la main un début de scène. Ça débloque des choses. Le cerveau ne fonctionne pas exactement de la même manière selon les outils. Oui, ça a été peut prouvé manipuler. d'ailleurs. Oui. Le rapport à la mémoire, aux émotions. Donc j'imagine qu'il vous arrive aussi, même si vous travaillez sur ordinateur, de crayonner, de retrouver le plaisir de l'aquarelle peut-être. Oui. Donc voilà, heureusement, on a encore tout ça à porter. Et moi, ce qui me semble presque le plus important, et qui ressemble peut-être un peu plus à l'intelligence artificielle dans la panoplie d'outils qu'on utilise, c'est tout ce qui est recherche d'informations. Parce que quand on écrit, on a tout le temps besoin de chercher des informations. Moi, j'écris quand même un certain nombre de nouvelles qui sont sur des thématiques scientifiques, dans des domaines où je ne suis pas toujours experte. J'ai intérêt à m'informer pour pas Vous avez un raconter trop de bonus bêtises. d'exactitude et d'accès. C'est plus qu'un bonus, c'est ce qui donne de la substance à l'histoire et qui fait qu'elle est crédible, y compris pour les gens qui... Enfin, crédible, non, c'est pas le bon terme. Que des gens qui connaissent un petit peu le sujet arrivent à suspendre leur incrédulité et à jouer le jeu de je fais comme si c'était vrai le temps de la lecture. Bien sûr. Mais si on fait une grosse bourde, et même si le sujet n'est pas scientifique, on va perdre du monde. On va perdre des lecteurs qui se disent non, ça devient du grand n'importe quoi. Ils auront raison. Oui, et vous pouvez le faire sans bouger, parce que Flaubert, pour Salammbô, il a voyagé dans Voilà, tout le il y a bassin une époque où il méditerranéen. fallait aller chercher dans des bibliothèques, et là maintenant on fait des clics. Ceci dit, je trouve qu'une intelligence artificielle qui nous serait capable de nous sortir sous une forme dont nous choisirions la longueur et la précision, une synthèse sur une question qui soit directement exploitable, ce serait une belle avancée, parce que là, on y passe du temps à chercher des documents. Après, il y a les journalistes. Oui, voilà. Mais il est rare qu'ils acceptent de nous faire des dossiers à la demande, ou alors je ne sais pas bien demander. Il faudrait une nouvelle coopération. Peut-être. Mais justement, Sylvie, je voulais vous demander par rapport à votre matière première, qui est l'émotion, l'empathie, et qui transparaît très bien dans les dialogues de vos nouvelles. Est-ce que, à ce niveau-là, l'intelligence artificielle pourrait apporter quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, elle viendrait tout dénaturer, peut-être même créer une nouvelle forme d'empathie ou de sensibilité qui serait une sorte d'émotion collective, d'inconscient collectif, en collectant, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur ce plan ? Ce qu'on a comme retour sur des expériences d'intelligence artificielle qu'on a intégrées comme étant des bots dans des réseaux sociaux est assez consternant, puisque globalement, l'apprentissage va se baser sur toutes les bêtises qui auront été racontées par les humains qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, et qu'on a comme ça des bots qui sont assez rapidement devenus sexistes, racistes. En fait. Le fameux bot Tay de Microsoft, oui. qui est devenu raciste, sexiste, voilà, etc. Et il aurait fallu le rééduquer complètement. Il est passionnant parce qu'il y a une histoire culturelle derrière. C'est le même qui est utilisé en Corée, en Indonésie, au Japon, où il n'y a jamais eu ce problème.
Et c'est pas le Donc ça même dit quelque personnage. chose du panel qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Voilà, Oui, en tout cas, le monde anglophone s'en est emparé pour le troller. Et puis voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est des apprentissages à base statistique, c'est-à-dire que ça collecte un maximum de traces et puis après, ça dégage des schémas qui sont des sortes de stéréotypes et ça les reproduit. Mais il n'y a absolument aucune création dans ce genre de processus. Donc après, moi, je considère que l'émotion est quelque chose de purement intime et individuel. Donc, le lien entre une approche collective, statistique et du ressenti le plus intime, il n'est pas évident à faire. J'aurais plus... Bon, et puis j'ai une question de fond, et j'avais envie de le dire à un moment donné, et ça peut aussi bien être maintenant. Je vois bien dans le domaine visuel pourquoi on peut avoir besoin d'un appui à la création et de production faite par des intelligences artificielles, en particulier dès qu'on parle d'effets spéciaux. Enfin, il est clair qu'on a des attentes et des besoins qui ont du sens et qui sont difficiles à réaliser par des humains. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir envie de textes écrits par des intelligences artificielles ? J'avoue que je ne vois pas. C'est sûrement pas les auteurs qui en auraient besoin. Les auteurs ont besoin d'appui et c'est plutôt de la technologie, comme on disait tout à l'heure. Les auteurs n'ont pas forcément envie de se mettre au chômage. On a envie d'intelligence artificielle qui décharge les humains des tâches les moins valorisantes et les moins intéressantes. En tout cas, en général, c'est comme ça qu'on le vend. La créativité, c'est quand même parmi les tâches les plus nobles et les plus stimulantes que puisse réaliser un être humain. Pourquoi se décharger de ça sur une intelligence artificielle ? Peut-être que ça pourrait être intéressant pour les éditeurs, mais en même temps, avec les 8% de droits qu'ils nous versent, je ne crois pas qu'on leur fasse courir des risques économiques très graves. Donc, effectivement, une intelligence artificielle ne fait pas grève, n'a pas de revendications salariales, elle a des tas d'avantages, mais je ne crois pas qu'il soit très significatif dans le domaine de la création. Voilà, c'était juste des questions que je me posais globales. Oui. Et si je peux rebondir dessus, oui, qui est tout à fait juste, bien sûr. Il existe déjà des générateurs de textes faits pour remplacer des gens, mais ce n'est pas fait pour remplacer les écrivains, c'est fait plutôt pour remplacer les journalistes sportifs. On s'est aperçu que pour les sports états-uniens, par exemple, dans lesquels il y a énormément de statistiques, on peut tout à fait avantageusement remplacer un journaliste par un bot, quoi. Ça ne fait pas un article très intéressant, mais l'article de départ n'était pas si intéressant. Et Jonathan Swift s'était déjà moqué de ça il y a bien longtemps. Je ne sais pas si vous voyez, dans les voyages de Gulliver, il va à l'université de Lagado. Et pour dire un petit peu, Swift était assez anti plein de choses d'ailleurs, assez réac quand même. Pour dire que les universitaires ne font que répéter des choses et jamais apprendre ni rien, il avait imaginé une machine avec juste des manivelles. On tourne les manivelles dans tout un tas de sens et ça produit un mémoire universitaire. En fait, c'est assez drôle. Et on a un peu le même genre de problème. Mais on a des vrais problèmes à l'université qui sont par exemple, du coup, j'en profite, universitaire avec moi, qui sera peut-être d'accord. Les étudiants produisent énormément de textes qui ne sont pas vraiment faits pour être lus par des gens, etc. Et donc on a des problèmes de textes. Il y a beaucoup de textes de produits pas forcément faits pour être lus par quelqu'un d'autre que le directeur, l'éventuel jury, etc. C'est assez terrible. Ça s'adresse à personne, au fond, presque. Qui, quelque part, s'adresse à personne. Qui respecte les règles de production. Oui, et en tout cas, qui devrait. De thèse, maintenant que vous le dites, ont parfois l'air d'être générés par une intelligence artificielle. Oui. Mais sinon, bien sûr, il y a le côté intellectuellement stimulant d'inventer un programme qui crée. C'est pas mal, dans un sens. Alors, donc, plein de gens font des choses comme ça. Il y a des articles, des textes, des nouvelles, des poèmes, etc., faits par des moteurs de génération de texte, mais je ne pense pas que le public suivra particulièrement. On a des outils qui produisent des discours aussi, qui sont parodiques et qui sont sur des principes de combinatoire qui donnent des résultats très drôles, mais où il n'y a pas de création. Il y en a un très connu qui était censé être le générateur de discours de Jaruzelski en Pologne, et donc où il y a 4 colonnes, et puis on lit n'importe quelle chose de n'importe quelle colonne, l'une après l'autre, et ça fait un discours
complètement creux, mais voilà, là encore, c'est pour se moquer. Mais c'est intéressant cet aspect parodique. Finalement, pour l'instant, quand il s'agit de texte, on va moquer à la fois l'humain quand il se caricature et la machine qui n'est pas assez douée, au fond, pour le moment, pour faire quelque chose de touchant, concluant ou original. Mais quand même, il y a une société qui s'appelle OpenAI, qui en fait est une fausse fondation fondée à la fois par Microsoft, Amazon, Elon Musk, etc. Enfin, c'est eux qui financent, et le gars qui dirige LinkedIn. Et ils ont créé un logiciel qui s'appelle GPT-3, qui apparemment produit des textes relativement convaincants. Et dans la foulée, Microsoft a annoncé qu'il se débarrassait d'une trentaine de journalistes chez MSN. Voilà. C'est assez terrible parce que l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, n'invente jamais. Elle ne fait jamais que répéter des choses. Et c'est ce qui est fondamental à comprendre avec. Voilà. Le domaine où ça semble assez avancé, c'est quand même la traduction, ce qu'on appelle la traduction automatique, alors qui pose aussi tout un tas de questions par rapport à l'expertise de mon domaine humaine. Voilà, peut-être pouvez-vous nous en dire un mot de ces aspects de traduction Oui, alors ces aspects de traduction, en fait, c'est des approches essentiellement linguistiques. Et il y a tout un tas de couches. Il y a le cœur du processus, c'est ce qu'on appelle l'analyse morphosyntaxique, c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier à la fois chacun des mots qui constituent le texte. Il ne faudrait pas croire que c'est simple, parce qu'il y a une chose dont on n'est pas du tout conscient, c'est que dans toutes les phrases qu'on prononce, à peu près 40% des mots sont complètement ambigus. Complètement ambigus au sens où, je vais prendre... vous l'avez peut-être déjà entendu dans d'autres tables rondes, quand on parle de linguistique, on y revient souvent. Mais si je vous dis juste « le pilote ferme la porte », vous comprenez tout de suite ce que j'ai dit, j'imagine. Et vous avez décodé en vous disant il y a un article, il y a un nom, il y a un verbe, il y a un article, il y a un nom. Mais en fait, chacun de ces mots est ambigu. Pilote peut être un verbe, le peut être un pronom, ferme peut être un nom, un verbe ou un adjectif. Et en fait, il y a plusieurs syntaxes possibles. Et cette phrase toute bête peut avoir d'autres significations que celles que vous avez entendues. Et c'est des mécanismes qui se produisent partout, tout le temps, quand on parle. Et notre cerveau humain est incroyablement puissant et doué. Il est capable d'anticiper à la fois le sens porté par la phrase et la signification de sa construction. Donc, faire ça par des machines, c'est pas évident. Mais pour faire de la traduction, il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut avoir une idée de la construction globale de la phrase, ce qui est une chose extrêmement compliquée, puisque il faut donc d'une part analyser la production dans la langue source et reconstruire avec les schémas propres à la langue cible une construction qui véhicule les mêmes enchaînements et les mêmes mécanismes. Donc, on a des choses qui commencent à marcher pour des textes simples et pour des textes techniques et pour des textes homogènes qui ont tous à peu près la même structure. D'ailleurs, vous avez quand même facilement une idée de ce que ça donne en regardant des modes d'emploi pour des Là objets. aussi, on rit souvent. Et c'est quand même assez drôle, oui. Il y a d'ailleurs quelques perles qui circulent. Et même sur les étiquettes de vêtements, quelquefois, vous trouvez des choses très drôles. L'intelligence artificielle nous apporte peut-être une touche d'humour supplémentaire. Mais pour Alors, l'instant... franchement, je ne sais pas de quoi on parle quand on dit intelligence artificielle. Peut-être qu'on peut appeler ça de l'intelligence artificielle. Ça pourrait mériter un débat. Le terme est très très vaste. C'est en tout cas, intervention d'une machine dans un processus créatif. Bon, là, on parle de traduction de textes techniques, mais il y a quand même une création à partir d'un matériau premier. Et il y a aussi dans un roman, dans une nouvelle, il y a aussi tout l'implicite. Dans les dialogues en particulier, c'est assez compliqué, même quand on apprend la lecture ou qu'on apprend ce que c'est que le roman, de décoder en tant qu'être humain, c'est pas forcément évident. Si on lit Virginia Woolf, c'est assez difficile de comprendre comment ça marche au tout début. Donc de là à imaginer qu'une machine parvienne à reproduire ça semble assez délirant. Si on donne 15 romans d'un auteur à lire à une intelligence artificielle et qu'elle arrive à détecter des types de construction de phrases, un vocabulaire,
je suis sûre qu'elle peut faire un truc du même genre, mais qui n'aura aucun intérêt. Enfin, je suis un peu pessimiste là-dessus. Ouais. Et Jean-Noël, je voulais vous poser une question technique sur le modèle génératif. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez, vous, dans votre travail créatif? Moi, pas tellement. Mais par contre, on en entend beaucoup par parler. curiosité, oui, ce qu'on peut appeler modèle génératif, si je comprends appliquer l'intelligence artificielle, parce que je pense que c'est un mot qui peut vouloir dire plusieurs choses, mais c'est juste le fait de faire un programme qui, en étant nourri de certaines données, va recracher quelque chose qui ressemble, et puis voilà quoi, sur une base statistique, et qui peut être intéressant. Il y a beaucoup d'artistes qui y recourent, plutôt pour les hasards et les bêtises que ça va faire. C'est-à-dire que c'est les surprises. C'est ce qui est toujours intéressant en art, on cherche la surprise, et quand on est le créateur, j'imagine, c'est difficile d'être surpris par sa propre création, je sais pas. Et c'est Sauf si on était ivre quand on a créé. Sauf si on en perd le contrôle et qu'il y a un truc sur le papier qui accroche. Oui. Mais tu n'as plus ce problème puisque tu n'utilises plus d'encrier. Voilà. Non, il n'y a plus de surprise du tout, effectivement. Et la surprise, oui, ça existait déjà avant que l'intelligence artificielle n'existe. C'est-à-dire que, par exemple, l'ouvroir de littérature potentielle, c'est ça, c'est se créer des contraintes, se créer des auto-surprises pour travailler, pour inventer. Tout à fait. Et les Loulipo, ils étaient tous passionnés des possibilités de l'informatique. Et il y a même un groupe qui s'appelle l'Alamo, qui est un sous-groupe de Loulipo qui s'occupe de création informatique depuis très longtemps, mais leur site n'est plus mis à jour depuis au moins 15 ans. Je m'inquiète un peu. C'est des pionniers, quoi. Mais bon. Et voilà, oui, donc en tout cas, ce qui est important à comprendre avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est que c'est certes un programme arrive à battre le plus grand champion de l'histoire du jeu de Go, etc. Ça allait arriver. Mais jamais, enfin pour le moment, on n'a jamais fait une machine qui a envie de jouer au Go ou qui sait qu'elle joue au Go. Donc d'où les surprises. Et d'ailleurs, je crois que dans cette fameuse partie contre Lycédol, la première qui a été gagnée, il y avait une surprise parce que la machine a fait une bêtise et ça a désarçonné le joueur qui a cru qu'elle était plus intelligente qu'elle l'était, et puis et il a perdu la partie là-dessus. La chance du débutant, un peu, pour la machine. Plus vraiment du débutant. Enfin, mais là, du mauvais joueur. Là, c'est une machine qui a étudié des millions de parties et qui a aussi, surtout, joué des parties contre elle-même. Et voilà, c'est un peu ça, toutes ces machines auto-apprenantes. Mais elles n'apprennent pas vraiment. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas s'il est toujours vrai, mais Jean-Louis de Sales, qui est un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, dit dans un de ses livres que dans la suite 1, 2, 2, 3, 3, 3, vous mettez quoi après? 4, 4, 4, 4. Voilà. Eh bien, on n'a toujours pas réussi à faire un programme qui est capable de déduire ça tout seul. Ah oui, ça s'en dit long quand même. Ça relativise beaucoup le pouvoir de l'intelligence artificielle. Mais elle arrive quand même à gagner au jeu de Go. Ça paraît... Parce que c'est un environnement qui est très maîtrisé dans un sens, même si le jeu de Go, il y a beaucoup de possibilités. Et puis les règles sont assez claires. Il y a rien il y a peut-être à inventer, mais pas comme on l'entend. Et des milliers de parties qui ont été enregistrées. Et des milliers de parties. Oui, on arrive toujours à retrouver des configurations qui ont déjà été... On en revient un peu à l'ambivalence et l'implicite là, avec cette série de chiffres au fond. Est-ce que vous générez des surprises dans votre travail justement graphique grâce à l'outil technologique? Et quel genre de surprise? Est-ce que ça a changé au fil du temps? Oui, moi j'utilise vraiment le pseudo-hasard informatique que j'aime bien. C'est quoi le pseudo-hasard? Disons qu'un ordinateur ne sait pas produire du hasard, pas vraiment. Mais par contre, il peut vérifier quelle est l'heure de l'horloge à la microseconde. Et puis en fonction de ça et d'une moulinette, produire un nombre. Et puis on peut utiliser ce nombre et faire quelque chose. Et donc je peux dire que je veux que quelque chose se mette à telle position, à plus ou moins un pixel. Et voilà. Plus ou moins un pixel, ça ne fait pas beaucoup. Vous programmez le hasard. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui va arriver, mais vous avez quand même édifié un système. Je sais complètement ce qui va arriver. Et à chaque fois que je lance le programme, il va donner quelque chose qui ressemble. Finalement, chaque image va ressembler aux autres, mais ce qui m'intéresse, c'est d'inventer un système dans lequel il y a une petite
place pour le hasard. Mais là, c'est vraiment moi. Hein. Ça ressemble à un jeu un peu. Ça ressemble à un jeu. Parce que sinon, on utilise, nous, les technologies pour plein d'autres choses. On fait aussi un petit peu de robotique, on utilise des capteurs pour faire des œuvres interactives, immersives, etc. Moi, je suis vraiment dans la vieille création artistique informatique, celle des années 60. Un peu vintage, en fait. Très vintage, tout à fait. Est-ce qu'il y a un préjugé, un gros préjugé sur l'intelligence artificielle qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à créativité et IA? Tous les trois, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être faire la part des choses quand même entre intelligence artificielle et machine apprenante. Oui, quand même, bien sûr. parce que depuis le début, on parle plutôt on mélange constamment les choses. Mais... Pardon, c'est vrai, c'est mon fait. C'est-à-dire qu'on avait une feuille de route autour de l'intelligence artificielle, mais on se rend bien compte que c'est plutôt ce qui vous occupe. Vous, c'est plutôt l'outil technologique qui vient... C'est vrai, en fait, je n'avais pas pensé du tout à ça, mais c'est vrai que Sylvie m'a fait penser à une chose, c'est que les auteurs de bande dessinée, maintenant, utilisent Google, mais pour chacune de leurs planches. Et bien sûr, on tape par exemple cheval. Moi, je déteste dessiner les chevaux, je vais vous le dire. Et au début, c'était un peu la honte, je n'osais pas trop le dire. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est particulièrement difficile. La moitié des auteurs de bande dessinée le font, on décalque les chevaux. On pourrait le faire, mais ça prend juste des plombs de dessiner un cheval. Et franchement, réussir à le caser dans une case, c'est un peu chiant. Donc du coup, on tape Google, et c'est Google qui nous choisit les chevaux qu'on va dessiner, en quelque sorte. Après, on peut choisir, on peut tourner page après page. Tous les chevaux. Et quand on clique sur un cheval, maintenant, il y a Google qui va trouver les images similaires. Donc, si jamais c'est un cheval qui galope sur une verdure verte, et ben Google va dire regardez tous les autres chevaux sur une verdure verte. Et là, franchement, l'intelligence artificielle est assez bien foutue. Il te trouve vraiment les trucs. Tu peux même choisir l'angle de ton cheval. Maintenant, tu mets Maintenant, tu peux faire de la recherche d'images en injectant une image. Ouais. Donc oui, voilà, c'est ça, Google Images, Image Reverse. J'ai pas été jusque là, mais merci pour l'info. Ça va être de pire en pire. On va voir des chevaux vraiment. Mais le danger, effectivement, c'est que maintenant, avec Procreate, on utilise maintenant presque tout sur Procreate. Je préfère être très général parce que je ne connais pas les proportions des auteurs qui utilisent ça. Mais dedans, il y a des outils de pinceau qu'on utilise aussi également. Il n'y en a pas 36 000 dans ce programme. Et donc, un certain danger de cet outil numérique, c'est l'uniformisation du travail artistique. Donc, il faut bien sûr se rendre compte que, heureusement, on a chacun notre patte, on a chacun notre manière d'utiliser les outils, mais il faut faire attention. Après, on a la même chose sur le papier. Mais le numérique, encore une fois, ne permet pas d'imprévu. Et une question à toi, si je peux lui poser une question. Finalement, le numérique, ça a amené autre chose quand même, qui est la communication. Tu peux interagir avec les gens qui te lisent. Tu peux aussi faire ta communication sur Internet, par Instagram, ou je ne sais pas. Quel est ton rapport à ça? Moi, je n'aime pas ça. Personnellement, j'ai été contraint de le faire parce que on me l'a vraiment conseillé et finalement ça sert vraiment à rien. C'est-à-dire que moi je suis un auteur qui chaque fois se renouvelle dans ses œuvres. Donc j'ai fait une BD sur la gastronomie, une autre sur la physique quantique. Ma dernière ça parle du sol. Donc je fais des trucs extrêmement différents. Et donc du coup j'ai pas vraiment de public. Et si j'ai pas un public qui me suit, un public de fans, ça sert pas à grand chose d'être sur les réseaux sociaux. Il y a tous les fans de chevaux qui vous écrivent depuis des années, mais vous ne répondez pas. Ouais, ils sont vachement bien dessinés tes chevaux, là, franchement. Tu décalques, quoi. Mais non, donc moi, ça me sert strictement à rien. Et en fait, ça me permet juste de communiquer avec les copains un peu plus facilement, disons, sur Facebook. Donc, voilà. Et peut-être tes éditeurs, tu échanges avec eux, je sais pas, ou tu les vois seulement Ah oui, bien sûr, avec Internet, du coup, on peut ne plus bouger de chez soi. Avant, un auteur de bande dessinée devait envoyer ses planches à la maison d'édition avec le risque qu'elles se perdent en chemin. Et maintenant, tout passe dans les centres. Par les écrans. Et pour vous deux, ça change quelque chose, cette communication numérique dans votre façon de travailler? Moi, oui. Depuis 1995, je ne vis que sur Internet. Je n'ai pas de vie en dehors. Et tu n'as pas de téléphone portable, non? Et je n'ai pas de téléphone mobile. Il le dit sur son compte Twitter. Oui. Avant, j'étais sur Usenet. Et puis ensuite... et tous les projets d'édition, etc., que j'ai menés venaient de là, finalement. Donc oui, dans mon cas, c'est une évidence. Oui, tout à fait. Oui, moi, pour écrire des nouvelles, évidemment, on discute et on se les envoie
par mail, sous des formes classiques. Je n'ai pas une grosse présence sur les réseaux sociaux non plus. Moi, je préfère les festivals comme occasion de retrouvailles et de rencontres et de discussions. Mais j'avais envie de reprendre ta question initiale qui portait, je crois, sur les préjugés qu'on a sur l'intelligence artificielle, parce que on n'en a pas du tout parlé dans cette table ronde, mais il y a quelque chose qui me semble vraiment relever de l'ordre du préjugé, qui consiste à dire il y aura de l'émotion, il y aura des sentiments, il y aura de l'intime dans une création faite par une intelligence artificielle quand elle sera capable d'éprouver des émotions et des sentiments. Or ça, c'est une chose qui, de mon point de vue, n'a pas de sens, n'arrivera jamais, n'a aucune raison d'exister, et les intelligences artificielles n'ont pas du tout le support biologique qui me paraît nécessaire pour que ce genre de choses puisse arriver. Mais on a un peu répondu à ça. Moi, je vois qu'on a tous convergé sur la manière dont fonctionnaient les intelligences artificielles et leur rapport à la créativité, qui n'est pas la fabrication d'émotions, ni même d'un sens, d'une nouveauté qui soit vraiment créative, mais qui est la reproduction analysée avec des critères, des filtres statistiques, d'un ensemble de choses à partir duquel on peut appeler ça du deep learning ou peu importe. Mais oui, des IA qui ressentent, qui éprouvent et qui ont envie de partager quelque chose, moi, ça me paraît un mythe. Mais alors, il y a quand même il y a un groupe de gens, les transhumanistes, je n'adhère pas du tout à ça, mais donc, où là, ça permettrait d'augmenter l'homme, notamment par le biais du numérique, d'implanter par exemple des bases de données dans le cerveau, par le biais de puces, etc., voire de réussir à condenser les données du cerveau, ça c'est beaucoup plus loin, dans des puces électroniques. Enfin, il y a beaucoup de possibilités sont le. Moi, je pense que la science n'ira pas jusque-là et je pense qu'elle n'a pas intérêt. Et là, bien sûr, on peut se dire que du coup, les bases de données peuvent servir à générer des choses dans un cerveau biologique. Et là, on peut imaginer... On inverse un peu La réalité augmentée, c'est quelque chose qui a du sens. Et le transhumanisme, au sens l'humain dont les perceptions sont augmentées, ou la capacité de stockage d'informations, ou je ne sais quoi d'autre, oui, ça a du sens, mais c'est pas tout à fait le même... Mais c'est vrai que les transhumanistes croient, enfin, des gens comme Ray Kurzweil, donc le pape du transhumanisme, croit assez dur comme fer qu'un jour arrivera la conscience artificielle. Puisque ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est jamais que la résolution de problèmes habituellement résolus par ce qu'on appelle l'intelligence par une machine. Mais c'est pas forcément, c'est très loin de la conscience. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de chercheurs qui travaillent sur l'idée de donner une conscience à une machine. Ils bossent sur des choses déjà beaucoup plus simples. Je me demande bien comment ils feraient d'ailleurs. Mais oui, tout à fait. Et puis il faut déjà définir la conscience, etc., ce qui est un des vieux problèmes. Mais dès le début de l'intelligence artificielle, le mot a posé problème. Donc en 1956, ça a été nommé par Minsky et John McCarthy, pour des conférences à Dartmouth sur le sujet. Ils ont trouvé ce nom auquel tout le monde s'est rallié, mais en étant assez embêté parce qu'il y a quelque chose d'un peu dramatique. L'intelligence est censée être le propre de l'homme, etc. Et ça fait peur d'emblée. C'est une expression un peu paralysante. Elle fait un peu peur, mais toutes les choses sur lesquelles on travaille en intelligence artificielle, souvent... au bout d'un moment, ça rentre dans l'informatique lambda, la reconnaissance de visage, de caractère. À partir du moment où on sait le faire, on considère que c'est plus intelligent. Voilà. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs. Donc en fait, la question, c'est plutôt la conscience artificielle aujourd'hui. Ce serait ça Non, mais parce qu'en fait, personne ne travaille dessus. C'est ce que tu disais. Oui. À quoi ça servirait, là encore, d'avoir des intelligences artificielles qui n'en font qu'à leur tête et qui se lancent dans des projets qui les intéressent, elles. Oui. Franchement, on a déjà tous les humains qui fonctionnent comme ça. C'est peut-être suffisant. Mais c'est intéressant pour la fiction, évidemment, et ça. Pour la science-fiction. C'est un objet de science-fiction parfait. Disons que quand on parle de créativité, la conscience de créer quelque chose entre forcément en ligne de compte, ou même d'être auteur, ou d'avoir une sensibilité particulière. C'est pour ça que ça relève effectivement aujourd'hui, peut-être pour toujours, d'une fiction absolue. Et sur les préjugés, vous aviez peut-être une autre
Non, mais ça c'est un préjugé intéressant, hein, la distinction entre intelligence au sens un peu presque mécanique, et puis, enfin littéralement mécanique, et puis la conscience. Mais juste pour parler de mon métier d'enseignant, nous, notre problème, par exemple, vis-à-vis des outils, et là peut-être que Mathieu aura quelque chose à dire dessus, c'est par exemple que nos étudiants sont toujours devant un écran de la même taille. Or, ils doivent penser une affiche. Moi, j'ai des étudiants en design graphique, donc des graphistes. Ils doivent penser une affiche en 4x3 ou alors un petit livret ou un flyer, etc. Ils font tout dans le même écran, toujours de la même taille, etc. Donc, un des gros enjeux pour nous, c'est de les ramener un petit peu, je ne vais pas dire au réel, parce que ce n'est pas réel, ce n'est pas irréel, le virtuel, mais de les ramener un petit peu à la matière, aux échelles, au format, etc. Et donc de faire de la sérigraphie, de reprendre le crayon, etc. Voilà. Je ne sais pas si tu... Je suis d'accord. C'est vrai qu'à la Cambre, l'école où j'étais, il faisait travailler les étudiants exclusivement en première année, je crois, sur du papier. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant. Il y avait déjà des ordi à l'époque où oui, oui, j'imagine bien. Non, non, ils n'étaient pas, c'était pas encore au top, mais ça faisait ramer Illustrator et Photoshop à l'époque encore. Mais effectivement, c'est ce problème d'échelle qu'on a. J'ai un autre copain qui travaille sur le même appareil que moi, mais 2 fois plus petit encore. Et donc lui, il est obligé de zoomer et encore, il n'arrive pas à avoir une case en elle-même sur tout l'écran. Donc après, il me dit qu'il n'a pas de problème pour avoir une vision globale de l'image, mais quand on dessine vraiment sur papier, qu'on s'acharne, ne fût-ce qu'une fois à faire une planche sur papier, c'est indéniable. Notre vision, c'est énorme, un champ énorme, heureusement, par rapport à notre écran, et on se rend compte à quel point on perçoit beaucoup mieux l'espace, et c'est très intéressant de faire au moins cet exercice. Faire les deux, en fait. C'est-à-dire on gagne quelque chose avec la tablette, mais on perd aussi des capacités, enfin on perd de vue certaines capacités de l'œil et de la main. Et ne fût-ce que pour les couleurs aussi, parce qu'on travaille par exemple sur iPad, on travaille exclusivement RVB, ce sont des couleurs très lumineuses, c'est des couleurs du numérique, donc R pour vert, rouge, vert, bleu. Et tandis qu'en impression, c'est du cyan, magenta, jaune, noir. Et puis alors bien sûr, c'est encore autre chose qu'on peint directement sur le papier, mais la couleur est beaucoup plus forte, plus lumineuse sur ordinateur. Et quand on l'imprime après, directement, ça donne quelque chose de beaucoup plus sombre, brunâtre. C'est pas équivalent en fait. C'est pas du tout équivalent. Ouais. Je comprends pas, le système de couleurs sur la tablette n'est pas le même. C'est pas à l'impression et en projection, c'est pas du tout. Ça. C'est dans un cas, c'est de la lumière additive, de la synthèse additive. Dans l'autre, c'est de la synthèse soustractive. C'est vraiment pas les mêmes principes. D'accord. Et en plus, ça dépend des machines sur lesquelles on travaille, j'imagine. Ça varie aussi en fonction du format, de la machine. Oui, puis il y a la question de l'impression. L'impression ne sera jamais en rouge, vert, bleu. Elle sera toujours dans d'autres systèmes. Et voilà. Donc en fait, une part de l'art graphique qui est quand même un peu tributaire de l'outil technologique aujourd'hui, si je comprends bien, mais voilà. Après, il y a des formes d'art qui se suffisent à elles-mêmes en numérique. C'est ça. Par exemple, j'ai traduit une de mes bandes dessinées en webtoon. Le webtoon, c'est un truc qui a un succès énorme en Corée et de plus en plus au Japon aussi, ce qui a un peu sauvé d'ailleurs l'industrie du manga, paraît-il. C'est non seulement de la BD numérique, mais en plus qui utilise les outils actuels de défilement. Donc ce ne sont plus des pages qu'on switch l'une après l'autre. Il faut imaginer un long parchemin qu'on déroule continuellement et toutes les cases. Oui. Et alors ça permet non seulement de faciliter le mouvement des doigts, mais en plus ça permet de créer d'autres modes narratifs. En quoi c'est plus facile ou en quoi c'est plus fluide ce mouvement-ci ? Parce qu'avec le pouce maintenant, surtout qu'on a nos facultés, je ne sais pas si ça relève de la génétique, mais nos pouces en quelques générations ont vachement évolué. Mais c'est un geste extrêmement facile. Il faut pas le vôtre a l'air vachement plus mobile que le mien. On peut lire à une seule main. Et surtout là, il ne faut plus tourner les pages et voir les pages l'une après l'autre. Et puis on va zoomer sur les cases. Oui. Maintenant, c'est toutes les cases qui apparaissent vraiment en défilement. L'une après l'autre. Et ça permet par exemple de créer une nouvelle temporalité dans le récit. C'est-à-dire que par exemple, si on veut installer un silence, on ne sait pas le faire en bande dessinée. Là, par exemple, pendant longtemps, il y a un noir, on défile, il y a du noir. Ce qui rapproche un peu d'une narration cinématographique, au fond. Voilà, on rentre plus ou moins dans un entre-deux. Sauf que c'est celui qui lit qui produit le rythme. Exactement. Je vois. Et je vois que l'heure file, l'heure tourne, il est déjà à 12h28. Alors je voulais savoir peut-être si vous aviez un mot de conclusion ou s'il y a des questions dans la salle, parce que c'est potentiellement le cas. C'est vrai qu'on ne vous voit pas bien, mais il y a peut-être
Il nous reste combien de temps? Il nous reste 2 minutes, voilà, mais peut-être qu'on peut en prendre 4 ou 5. On nous dira si c'est vraiment pas possible. Désolée, j'ai laissé filer un peu le temps. Ah, je crois qu'il y a une question par ici. Merci, monsieur. Bonjour. Je crois qu'il n'est pas allumé. Si, c'est bon. Ça marche, c'est bon. J'avais une question tout à l'heure. Vous disiez qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt à avoir une intelligence artificielle qui crée des romans, par exemple. Est-ce que ça ne va pas questionner quand même une partie de l'industrie de la création artistique quand on aura des intelligences artificielles qui vont prendre un tas de films ou un tas de séries ou un tas de bouquins et qui vont faire des copies un petit peu différentes de l'original? Est-ce que ça ne va pas venir critiquer un certain nombre de créateurs qui finalement ne créent pas mais copient un peu ce qui se fait avant juste pour que ça marche? Voilà. Est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là? À mon avis, s'il y a un genre qui va être préservé de ce risque qui est réel, je suis d'accord avec vous, mais s'il y a un genre qui risque d'y échapper, c'est la science-fiction. Parce que, moi personnellement, ce que j'attends de la science-fiction, c'est qu'elle me surprenne. Je rêve toujours de lire un bouquin qui me secoue la tête d'une nouvelle manière, qui me fasse me poser des questions que je ne m'étais pas encore posées. Donc, c'est vrai qu'il existe aussi d'énormes cycles dans lesquels on reste pendant 12 volumes, ça existe. Mais dans la science-fiction, il y a quand même pour beaucoup de lecteurs cette recherche de la surprise, de la nouveauté et de l'inédit. Donc sur ce terrain-là, on n'a pas de grosse inquiétude à avoir. Mais bon, je ne sais pas. Je suis d'accord. C'est évident, il me semble aussi. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que certains genres vont... Le roman sentimental, par Ouais. exemple, je n'ai jamais joué à ça, mais j'ai entendu dire, et je crois que c'est vrai, que les romans Harlequin avaient une série de scénarios prédéfinis. Qu'il existait c'est assez une douzaine, une Ouais. quinzaine de grands canevas que les producteurs de romans Harlequin étaient censés respecter. Il y a tout un tas de contraintes de production. Donc, il n'est pas exclu qu'un jour, on ait des intelligences artificielles capables d'écrire des harlequins. C'est codifié un petit peu comme le roman policier. Le roman policier, il y a quand même des tas de manières de le traiter. Là, je suis moyennement d'accord. Mais Netflix a sorti, excuse-moi, une série qui s'appelle Netflix is a Joke avec enfin il y a beaucoup de choses dessus, mais avec des scénarios faits par une intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant dedans, pour le moment, c'est ça applique des recettes qu'on reconnaît, etc. Mais c'est plutôt l'absurdité du résultat qui est marrante. Qui est réjouissante, oui. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, juste ici. Ah, c'est pas grave. Ah, merci. Pardon. Donc, je voulais juste rebondir un petit peu sur la remarque qu'avait fait Sylvie Lenné sur le fait que, justement, il n'y a pas vraiment d'utilité à avoir une intelligence artificielle qui écrive des romans, surtout si le travail de l'intelligence artificielle ne consiste qu'à reproduire ce qui se fait déjà. Mais est-ce que vous pensez qu'il serait possible qu'une intelligence artificielle, en justement prenant un petit peu plein de trucs auxquels elle n'a pas forcément... Enfin, de prendre plein de trucs qui existent déjà et de les mettre ensemble, pourrait pas créer, on va dire, une idée ou un concept émergent, c'est-à-dire que personne n'y aurait déjà pensé avant et que du coup, vraiment créer quelque chose de nouveau que les êtres humains ne pourraient pas créer, par exemple. Mais pourquoi que les humains ne pourraient pas créer? Je ne vois pas beaucoup de limites à la créativité humaine. Enfin, les limites sont celles de notre propre imagination. Et d'ici qu'une intelligence artificielle arrive à avoir autant de capacité d'imagination qu'un humain, on a encore du chemin à faire. Donc, après, les humains ne sont pas tous imaginatifs de la même façon, avec les mêmes processus, ni avec les mêmes outils, mais il y a encore plein de choses à imaginer. Et quelque chose qu'une machine pourrait imaginer et qu'un humain ne pourrait pas imaginer, je ne suis pas convaincue, même dans les beaux exemples que vous nous avez montrés tous les deux sur des productions visuelles, en y mettant le temps, les effets spéciaux, toutes les images, ces tours impensables, vertigineuses, c'est quand même d'un cerveau humain que c'est sorti.
Il y a un tout petit peu de créativité mécanique qu'on a pu observer. Par exemple, il y a un logiciel à qui on a donné plein de visages et en lui donnant l'âge des gens pour qu'il essaye de prédire l'âge. Mais c'est toujours la même chose, c'est juste de la prédiction à partir d'un corpus de données. Et on a une intelligence artificielle comme ça qui a réussi à trouver que l'âge se voyait le mieux dans la forme du lobe des oreilles. Et c'est une chose que on aurait pu savoir depuis toujours, on sait comment évoluent les cartilages, etc. Mais là, la machine arrive à être très très bonne. Et donc, quelque part, elle a un peu créé, mais pas tant que ça. Et il y a un autre exemple qu'on m'a cité il n'y a pas longtemps, où on a mis plein de photos de chiens et de loups à un logiciel. Et au bout de pas très longtemps, il arrivait très bien à distinguer un chien d'un loup. Mais on a découvert subitement qu'en fait, c'était uniquement l'arrière-plan qui lui faisait décider ce qui était un chien ou un loup. Voilà. Sur un canapé, c'était rarement un loup. Voilà, exactement. Bon, je crois que, à moins qu'il y ait une toute dernière question, je pense que ce sera la dernière. Merci. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt par rapport à des choses qui ont été dites. Vous avez parlé tout à l'heure de GPT, là, par rapport à la question qui vient d'être posée. J'ai eu la chance récemment d'assister à une installation d'un artiste qui s'appelle Simon Sen, qui est suisse, vous connaissez peut-être, qui a travaillé sur l'intelligence artificielle, donc à partir de GPT, justement. Il a nourri, en fait, une version de GPT de 15 ans, de mails personnels, de textes, de ses carnets, de ses réflexions, des écritures liées au spectacle qu'il avait fait. Et il a fait un spectacle qui s'appelle D. Simon, où on rencontre son double numérique, en fait, qui est écrivain, justement. Donc c'est une expérience qui a eu lieu sur plusieurs années, où ils ont demandé à des personnes d'aller interagir avec D. Simon sur Internet pour que D. Simon produise des textes littéraires avec toutes les choses possibles qui ont pu arriver, les dérives qu'a eu D. Simon sur des propos racistes ou des choses comme ça, qui sortaient un peu de nulle part, des écritures qui ont troublé, des écritures drôles, etc. Et pendant l'installation donc artistique, à la fin, il demandait à D. Simon de inventer son futur spectacle. Donc par rapport à ce que l'artiste a déjà fait, donc D. Simon proposait un spectacle que l'artiste a mis en scène également, il a fait une... Et donc il se disait que ça pourrait être intéressant de demander à D. Simon de produire régulièrement des idées de spectacle que lui mettrait en scène un peu comme un exécutant, comme si c'était son double numérique. Donc il y a un petit côté un peu prédictif quelque part. Alors c'est pas la question de dire que il peut produire des idées que ne pourrait pas produire l'auteur, c'est juste que ça emmène l'auteur peut-être sur des choses qu'il n'aurait pas imaginées, en fait, des choses surprenantes. Et donc, c'était très intéressant. Personnellement, je me posais la même question quand on en parlait, c'est que je me disais peut-être suggérer des pistes de travail, ça peut être hyper intéressant, simplement parce qu'il peut associer des notions qui a priori n'auraient rien à voir, et puis ça peut susciter des idées de créativité. Ouais. Personnellement, je serais attentif à cet artiste, je ne connaissais pas, mais je me dis finalement que là-dedans, peut-être qu'une partie de l'œuvre, c'est le fait que ça a été fait par une intelligence artificielle, et que s'il ne le disait pas, ça ferait peut-être juste une mauvaise pièce de cet auteur et qui n'intéresserait pas les gens. Mais je n'ai pas vu, donc je ne sais pas. Mais je vais être attentif. Merci beaucoup pour vos questions, pour toutes ces pistes. Merci, on va devoir libérer la salle. Merci à nos invités.